Bonjour, vous écoutez le podcast de Virage. On vous donne des pistes pour aller de l'avant et ça se fait parfois à contre-courant. Si face à un problème, quel qu'il soit, vous vous êtes déjà dit « j'ai tout essayé, rien ne va, je ne sais plus quoi faire », alors vous êtes au bon endroit. Je suis Marina Blanchard, psychologue, formatrice et fondatrice de Virage. Mon école s'inscrit dans la lignée de celle de Palo Alto, c'est-à-dire de la thérapie brève. Et je suis Peggy Van Lierde, chef d'entreprise, journaliste et coach en développement personnel. Ensemble, nous vous proposons des réflexions pour avancer autrement. Nous revoilà pour ce podcast promis d'ailleurs, sur les émotions bloquantes et les émotions mobilisantes. Parce qu'effectivement, les émotions, on l'a vu, elles ont une utilité, elles nous font bouger ou au contraire, elles ne nous font pas bouger. Et ce qui va peut-être être intéressant, c'est de voir comment certaines émotions nous maintiennent finalement dans un cercle vicieux où on est enfermé et où on souffre. Et puis voir du coup comment avec d'autres émotions on va pouvoir sortir de ce cercle vicieux, de cet enfermement. Et le premier exemple, c'est celui de la lutte vaine. Ça vous est peut-être déjà arrivé d'avoir ce sentiment de lutter contre quelque chose, mais qui finalement, quels que soient les arguments amenés ou la manière dont ce combat sera mené, est un combat déjà perdu d'avance. Alors un exemple très concret, ça peut être celui du rôle qu'on a dans une entreprise. Voilà, je travaille comme employé dans une banque, par exemple. Ce boulot me convient au départ, et puis au fur et à mesure des années, je me rends compte que je ne suis plus tout à fait en phase ou en accord avec l'ensemble des valeurs de mon entreprise. Et j'essaye d'amener plein de changements. Par exemple, je pense tout ce qui est développement durable, amener le recyclage dans l'entreprise, amener le fait qu'on ne va plus utiliser de gobelets en plastique, mais qu'aujourd'hui chacun va arriver avec sa tasse. Et en fait, on n'a pas du tout de répondant. Et ça peut être terriblement épuisant de mener ce combat, en fait. C'est un peu cette idée de frapper dans un mur au point nu, parce qu'on n'a pas les moyens de faire changer ça. Et donc, on tape dans le mur et notre poing commence à saigner, on continue à taper. Et donc, la souffrance, elle n'est pas du tout dans l'entreprise, mais elle est chez la personne qui est très en colère. Et c'est un peu l'émotion qui, du coup, sous-tend cette lutte. D'ailleurs, la lutte, souvent, c'est la colère, nous amène à lutter. Et donc, cette colère nous bloque, enfin, on la rumine chez nous, on revient, on essaie de mettre d'autres choses en place, etc. Et donc, on se retrouve un peu dans ce cercle vicieux où je suis en colère, donc je lutte, j'ai pas d'écho positif de ma lutte, et donc je suis encore plus en colère, et donc je lutte encore davantage, et je m'épuise là-dedans, je me blesse, je m'épuise. Et il n'y a pas de répondant, parce que même si j'arrive à traverser cette colère ou à l'exprimer plus ou moins positivement, dans le cas concret ici d'une entreprise qui a des valeurs bien cadrées, qui collent plus à mes propres valeurs, c'est pas parce que moi j'ai envie de changer quelque chose dans l'entreprise que ça changera forcément. Pour certaines personnes, pourtant c'est comme si c'était vital de s'accrocher à cette lutte et de la poursuivre. Et puis à un moment donné, ils sont complètement démolis et viennent en coaching, en recherche de pistes et de solutions. Et ce que nous, on va pouvoir alors explorer comme piste et comme solution, justement, c'est de voir s'il n'y a pas une autre émotion qui se cache derrière cette colère et qui, au contraire de continuer à alimenter cette lutte qui est vaine et ce combat qui est épuisant, peut en fait permettre autre chose et donc de vivre la situation autrement. Quelque part, il faudra aller voir auprès de la personne si c'est de la tristesse qui est derrière cette colère, si c'est de la peur, parce que du coup, en fonction de ce qui est présent chez elle, donc c'est pas évidemment nous comme coach qui allons inventer l'émotion, donc on va aller vraiment chercher ce qu'il y a derrière cette colère, et si c'est la tristesse, on va travailler effectivement sur un deuil, un renoncement. Et si jamais c'était de la peur plutôt, la peur de participer à une entreprise qui pollue, ça peut être alors, la peur nous permet de nous protéger, donc ça va être de partir plutôt. Le deuil, ça pourrait être de se dire, j'aime mes collègues, j'aime bien mon boulot, mais je dois faire le deuil que la boîte où je travaille ne répond pas à mes critères écologiques, par exemple. Mais si c'était plus la peur, ce serait plutôt, tant pis, je renonce en partant. Et je quitte pour me protéger. Je ne veux pas participer à quelque chose qui ne me convient pas du tout, etc. Donc on va aller chercher l'émotion et donc effectivement construire vraiment avec la personne, le coacher, la réponse qui sera la meilleure pour lui en fonction de ses émotions à lui, en utilisant du coup comme levier des émotions qui sont peut-être en sourdine, cachées derrière une énorme colère.
Alors idéalement, ce serait de pouvoir explorer soi-même, voilà, les Oui, différentes émotions qu'on peut ressentir face à un événement ou une situation, ce qui est évidemment pas forcément facile. c'est ça. C'est aussi voilà, le travail du coach ou du thérapeute, c'est d'aller aider à chercher ce qui peut se cacher là derrière. Maintenant, voilà, chacun chez soi peut déjà essayer. On ne risque rien à Non, essayer d'explorer ses exactement, oui. émotions, mais c'est pas forcément évident de les mettre en C'est avant. pas toujours facile, ça c'est clair, oui, oui, oui. Un autre cas qui est très parlant et auquel toi, Marina, tu es souvent confrontée aussi, c'est le cas du harcèlement, où un enfant qui est harcelé, évidemment, la première émotion à laquelle il doit faire face, mais c'est la peur, Oui, hein, la peur d'aller à l'école et de savoir que quelqu'un va encore lui tomber dessus, exact. qu'il aura des remarques déplaisantes, qu'on va peut-être même le racketter, que en tout cas, il aura une journée difficile à vivre et donc Mhm. cette peur est terriblement envahissante. Mais derrière ça, il y a une autre émotion levier qui souvent, hein, peut-être pas toujours, mais qui Très souvent souvent, il y a de la est colère. Oui, présente. oui, 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 c'est ça. Il y a de la colère qui, effectivement, est complètement étouffée par la peur parce que, en général, enfin, s'il osait exprimer cette colère, probablement qu'il ne se ferait plus harceler, justement. Mais la peur est tellement là qu'il s'écrase, et plus il s'écrase, plus l'autre en profite quelque part, ou les autres, enfin bon, et plus il est en position de faiblesse. Et donc, cette faiblesse, en général, crée la sensation d'injustice et donc la colère. Et donc, on va aller utiliser cette colère pour l'aider à se défendre, en fait, et à mettre ses limites. Donc, on va vraiment utiliser la colère à quoi elle sert, hein, à quoi elle est bonne, on peut dire ça comme ça. Et donc, on va l'aider à chercher une parade, une manière de réagir, de répondre qui va mettre l'enfant ou l'adolescent, enfin, qui le harcèle, ou l'adulte, hein, parce que le harcèlement, malheureusement, il y en a aussi chez les adultes. Et donc, ça va mettre le collègue qui harcèle en difficulté en répondant d'une manière beaucoup plus euh, percutante, je dirais, que par la peur, et qui fait que ça devient presque dangereux de venir nous embêter, de venir ennuyer cet enfant-là, il peut se défendre. Et à partir du moment où il peut se défendre, bah, c'est plus la même chose du tout. C'est souvent moins amusant pour la personne qui harcèle. Dans les burn-out, souvent aussi, on a des situations où la personne se retrouve en burn-out parce qu'elle est très sollicitée, en général parce qu'elle veut bien faire, elle veut faire beaucoup de choses bien, elle est parfois perfectionniste, donc on lui confie du coup beaucoup, de plus en plus elle répond aux sollicitations et même parfois se propose, hein, parce que les personnes qui ont des burn-out disent oui, c'est même moi qui me suis proposé, enfin voilà. Ils font ça souvent parce qu'il y a la peur de décevoir, la peur de ne pas bien faire, et donc le problème, c'est qu'en ayant peur de décevoir et de ne pas bien faire, ben, ils se mettent au service du coup de l'entreprise, des collègues, etc. Ou des enfants, hein, ou du conjoint, enfin, selon le contexte. Et donc, ils sont de plus en plus sollicités. Et donc, quelque part, là aussi, on va aller chercher la colère qui va permettre de mettre ses limites. Parce que souvent, il y a une colère. Il y a, en fait, mes collègues, ils comptent tous sur moi, donc ils font pas leur partie. Mais la colère est en sourdine par rapport à la peur de ne pas être une collègue gentille, serviable, et donc, ou efficace simplement. Et donc, on va aller chercher cette colère, pardon, pour permettre à la personne de doucement remettre ses limites pour se faire respecter et regagner du terrain quelque part pour elle-même, quoi. Et donc c'est vrai que peut-être vous reconnaissez dans ce genre de situation où vous acceptez des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, souvent par peur du regard de l'autre, voilà, qui peut être coloré de différentes manières. Et à ce moment-là, c'est peut-être intéressant de vous dire, bah, est-ce que c'est juste pour moi en fait? Et cette notion de justesse, c'est là qu'on va trouver la colère. Parce que si je me dis c'est juste pour moi, c'est ok, il n'y a pas de problème, même si ça me fatigue et tout ça, mais je le fais, je trouve que c'est normal que pour mon collègue je fasse ça, pour mon patron, c'est juste pour moi, ça me fatigue, c'est peut-être beaucoup, mais c'est quand même. Ou bien est-ce que ça ne devient pas juste? Et quand ça ne devient pas juste, là on peut aller trouver la colère et peut-être se dire, il est temps peut-être que je mette une limite. Puisque c'est pas juste pour moi, comment est-ce que je vais pouvoir aller le dire aux autres, ou simplement ne plus faire la chose, ne plus me proposer chaque fois qu'on me dit il va y avoir la fancy faire, quels parents peuvent faire, ça va être, enfin voilà, c'est toujours les mêmes sur qui ça tombe, voilà. Et donc c'est pas par hasard que ça tombe toujours sur les mêmes, et quelque part on a un certain pouvoir sur le fait que ça tombe sur nous. Et donc c'est peut-être intéressant d'aller se dire mais comment est-ce que je me suis mis dans la situation où voilà, je me retrouve sollicitée et que donc à qui le prof va demander quand il faut accompagner pour une sortie de la classe, ben à moi parce que je dis toujours oui. Et donc
peut-être que dire une fois non serait intéressant. Même si ça veut dire que oui, je prends le risque que je déçoive un peu le prof, je prends le risque que mon enfant soit triste et dise « pourquoi c'est la maman de machin qui vient et pas toi ?» Oui, c'est prendre un risque aussi, c'est vrai. Donc ça, il faut travailler avec la peur et la colère. Mais je pense qu'on peut déjà tirer la leçon un peu de ces exemples que tu as donnés, de celui-ci, de se dire, allons repérer quand même l'émotion qui me coince dans mon cercle vicieux, et puis, allez imaginer, vous avez des autres podcasts où on vous explique un peu l'utilité de chaque émotion, qu'est-ce qui me serait utile en fait, et comment je peux aller chercher ça. Oui. Et parce que c'est ce qu'on a voulu montrer à travers ces différents podcasts consacrés aux émotions, c'est que les émotions ont une utilité, qu'on a trop tendance à les cacher, à les refouler et à ne pas les exprimer, et que c'est vraiment important de les traverser, de les accepter, de les accueillir, de les écouter, de les écouter exactement, pour pouvoir en fait les utiliser comme ressources. Et comme levier, tout à fait. Elles sont des ressources. Comme la joie est une ressource, et ça on a plus tendance à le sentir, à le savoir, à avoir envie évidemment d'aller vers tout ce qui est joyeux, bon, c'est plus difficile de se dire que la tristesse est une ressource ou que la peur est une ressource, et pourtant c'en sont, quoi. Donc c'est vrai que c'est important, pour nous c'était vraiment très important de le mettre en avant, d'arrêter la lutte et plutôt de se dire j'en fais quoi maintenant en fait de ces émotions-là. Et ces ressources sont en nous, ce qui nous fait dire que on est chacun acteur de sa vie, de son changement, et qu'on a vraiment un rôle à jouer, que ce soit dans sa vie ou que ce soit, c'est plus difficile à le comprendre, dans son problème. Oui. On a du pouvoir sur les autres et on ne le sait pas assez. Et on a du pouvoir sur soi aussi. Et sur soi d'abord. Et on a tendance à le cacher. On en reparlera donc dès la semaine prochaine. Tout à fait. À bientôt. Un nouvel épisode vous attend tous les mercredis matins dès 6h30. N'hésitez pas à vous abonner ou à écouter les épisodes précédents.